Donc peut-être avant de commencer, vous dire d'où je parle. Donc, je suis directrice d'une association qui s'appelle Virage Énergie, qui accompagne les collectivités territoriales et les institutions, les entreprises dans leur stratégie de transition énergétique. Et on s'intéresse particulièrement à cette question de la sobriété, donc à la réduction des consommations par des changements de pratiques, de mode de vie et d'organisation. Et donc on essaye de produire de la connaissance, de produire des outils, de la méthodologie pour que ce sujet-là soit largement diffusé. On fait aussi beaucoup de prospective, c'est-à-dire qu'on se projette dans un futur qui sera différent pour un certain nombre de raisons, des questions environnementales, des questions climatiques, mais aussi des questions énergétiques. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de nos publications sur notre site internet, tout est en téléchargement libre. Et puis on coaligne également avec le CLER, qui est le réseau pour la transition énergétique, un réseau sobriété, qui est un réseau de professionnels qui travaillent sur cette question-là. Donc l'idée, c'est aussi de pousser dans le débat public ce sujet. Peut-être avant de commencer, petit rappel, très rapide, mais c'est toujours bon de l'avoir en tête. L'ère énergétique dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une ère qui repose sur la consommation d'énergie fossile, donc du charbon, du gaz, du pétrole, c'est une ère qui est toute petite à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Ça fait que 250 ans à peu près, depuis la première révolution industrielle, qu'on est rentré dans justement ce régime de consommation massive de ressources énergétiques et surtout d'extraction de ces ressources. Aujourd'hui, l'énergie qui est la plus utilisée dans le monde, c'est le charbon. Même si en France, on ne perçoit pas ça forcément, le charbon reste l'énergie la plus utilisée dans le monde, et plus de 80% de l'énergie utilisée dans le monde sont des énergies fossiles. Et donc, tout l'enjeu de la transition va être justement de passer vers un modèle qui repose davantage sur des énergies qui sont renouvelables, avec la difficulté qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est totalement fossile. Alors, ces énergies nous ont permis d'avoir accès à un certain nombre d'innovations, à une certaine qualité de vie. Mais aujourd'hui, tout ça est remis en cause pour un certain nombre de raisons. Première raison est celle de la limite planétaire, qui est celle du dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, vous le savez tous, mais c'est important de le rappeler, on est sur des trajectoires de réchauffement climatique à l'échelle mondiale de plus 4, voire plus 4,5 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui va totalement modifier les écosystèmes et ce qui va venir aussi totalement modifier le mode de vie. On le voit déjà aujourd'hui, avec des périodes caniculaires qui sont de plus en plus fréquentes, des phénomènes météorologiques très violents. On commence à voir en France des tornades, on a des tempêtes de grêle, et puis on a également une problématique d'élévation du niveau de la mer. Donc l'enjeu est de bifurquer très rapidement en faisant massivement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et donc ça va nécessiter d'interroger la façon dont nos sociétés fonctionnent et la façon de ce qu'on peut faire pour justement changer le modèle. On parle du climat, mais il n'y a pas que le climat, il y a d'autres problématiques. Vous avez peut-être entendu parler de la notion de limite planétaire. Donc les limites planétaires, ce sont des fonctionnements naturels d'un certain nombre d'écosystèmes, de grands principes physiques, biologiques à l'échelle de notre planète qui sont mis à mal par le fonctionnement de nos sociétés. La acidification des océans, l'effondrement de la biodiversité, la pollution de l'air, la pollution des sols. Vous avez peut-être entendu parler ces dernières semaines des polluants éternels, qui sont ces polluants chimiques qui sont présents dans la plupart des cours d'eau et des sols sur notre planète et qu'on n'arrivera pas en fait à récupérer, et ce sont des milieux qu'on n'arrivera pas à totalement dépolluer. Donc il y a cet enjeu en fait de répondre à des problématiques environnementales qui sont globales, et en même temps de satisfaire les besoins fondamentaux des 8 milliards d'habitants de notre planète. Et donc ce que vous voyez à l'écran, c'est cette figure qu'on appelle le donut, vous avez peut-être entendu parler, qui est une figure qui a été élaborée par l'économiste Kate Raworth qui travaillait chez Oxfam. Vous pouvez aussi la trouver sous le nom de bouée de secours. La métropole de Bordeaux a pris également cette figure-là pour illustrer la transition sur son territoire et l'appelle la bouée de secours. Et donc ce qu'elle nous dit, cette figure, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre le respect des limites environnementales et la satisfaction des besoins fondamentaux des 8 milliards d'habitants de la planète. Et quand on dit besoins fondamentaux, alors ça n'est pas que des besoins physiologiques comme se nourrir, se chauffer et s'alimenter, et également avoir accès à l'énergie, mais c'est aussi des besoins plus
plus sociaux, plus sociétaux, hein, l'accès à l'éducation, au logement, l'égalité des sexes, la représentation politique. Enfin, il y a un certain nombre de besoins qu'il faut satisfaire pour être dans une transition qui soit à la fois écologique mais aussi sociétale et qui soit le plus juste possible. Parce que vous savez, hein, on est dans des sociétés où les inégalités sociales ne font qu'on s'amplifier, donc c'est tout le défi de la transition qui est face à nous. Avant de parler de sobriété, je vais parler un petit peu d'ébriété. On vit dans des sociétés, j'ai dit, hein, qui sont régies par l'utilisation de ressources fossiles. Ces ressources fossiles, dans nos sociétés occidentales, elles sont encore, hein, pour le moment, relativement abondantes et bon marché. Et elles nous ont fait entrer en fait dans une ère d'ébriété énergétique, c'est-à-dire que comme une personne qui est addicte à l'alcool a besoin de se sevrer pour se désintoxiquer, bah nous, nos sociétés doivent faire ce même travail pour se sevrer d'une surconsommation d'énergie, et en l'occurrence d'énergie fossile. Depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, on est rentré dans un régime de l'ère du pétrole. On parlait tout à l'heure de plasturgie, mais c'est aussi l'apparition du tout plastique. C'est aussi le développement d'un certain nombre de services, d'infrastructures et de pratiques en fait, qui n'intègrent plus du tout l'énergie comme une variable qui serait limitée par sa disponibilité et par son prix. Et donc ça a généré l'adoption d'un certain nombre de comportements ou de services, de structures qui relèvent de l'aberration énergétique. Donc là, c'est l'exemple de la salle de sport à laquelle on accède avec un escalator. Donc c'est une photo qui a été prise aux États-Unis. Dans notre quotidien, en France, on en voit tous les jours des aberrations énergétiques. J'aurais pu prendre les écrans publicitaires qui tournent H24. J'aurais pu prendre les terrasses de café qui, il n'y a pas si longtemps, étaient chauffées l'hiver. Et puis, les stades de foot qu'on climatise au Qatar. Des exemples comme ça, il y en a énormément. Et donc, avant de porter un regard sur la sobriété, il faut aussi déjà poser un regard sur tout ce qui relève de l'ébriété dans notre société et qui finalement est un mésusage des ressources énergétiques, mais des ressources naturelles d'une manière générale. Également dire que nous ne sommes pas tous égaux sur cette planète en termes d'accès à l'énergie, que ce soit par sa disponibilité physique mais également par son prix, qu'il y a des inégalités qui sont extrêmement importantes à l'échelle internationale mais aussi à l'échelle nationale. Aujourd'hui en France, c'est à peu près 25% de la population qui est en situation de précarité énergétique. Et que derrière la sobriété, ce qu'on va chercher à faire, c'est rééquilibrer les consommations entre ceux qui ont trop et ceux qui ont trop peu. La sobriété, ça ne veut pas dire aux gens qui sont déjà sobres, parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens d'avoir accès à un certain nombre de ressources, de l'être encore plus, mais plutôt de faire vraiment ce rééquilibrage entre ceux qui ont trop, qui sont dans la surconsommation, et ceux qui n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Donc il y a cette dimension de rééquilibrage qui est très sociétale et qui est extrêmement très importante quand on va parler des questions de sobriété. Et donc c'est bien important de faire la différence entre une sobriété qui est volontaire, donc de personnes qui ont des moyens et qui décident de réduire volontairement leur consommation, d'une sobriété qui en fait n'est pas une sobriété mais une précarité. C'est important de le préciser parce que depuis un an on parle beaucoup de sobriété dans les médias et on a beaucoup de journalistes ou politiques qui parlent de sobriété subie. La sobriété subie, c'est la précarité. Et c'est important de la nommer avec ce mot-là, parce que les dispositifs d'accompagnement de précarité ne sont pas les mêmes que les dispositifs d'accompagnement de sobriété. Et donc c'est important de mettre les bons termes sur les bonnes situations. Et donc il y a un travail énorme à faire avec notamment les acteurs sociaux pour justement faire sortir les personnes de la précarité. Et si on arrive à mener une sobriété à l'échelle globale de la société, ça peut être un levier assez intéressant. Donc, derrière cette question de sobriété, qu'est-ce qu'on va se poser comme question ? On va se poser la question du besoin. De quoi j'ai besoin ? Cette question, on peut se la poser à l'échelle individuelle, mais on peut aussi se la poser à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un pays. Quels sont nos besoins et comment on fait pour les satisfaire ? Quelles sont les bonnes quantités de ressources naturelles qui vont être nécessaires pour satisfaire ce besoin ? On peut se poser cette question-là aussi à l'échelle d'un bâtiment. Quelles sont les bonnes quantités de matériaux qui sont nécessaires pour répondre à un besoin de logement, à un besoin de travail, à un besoin de consommation. Ce que je vous dis là, c'est du bon sens, mais en fait, ce bon sens-là, on se l'applique assez peu. En tout cas, quand on doit prendre soit des décisions personnelles ou des décisions d'investissement dans des politiques publiques, on ne se pose jamais, en tout cas très rarement, cette question-là.
Et donc, derrière la sobriété, va se poser la question de faire la distinction entre ce qui relève de l'ordre de l'essentiel et ce qui relève de l'ordre du supérieur. Et à côté de ça, il y a toute une série de régulations qui vont pouvoir être mises en place, notamment par les pouvoirs publics, de l'obligation jusqu'à l'interdiction, on y reviendra juste après, qui vont permettre justement de pouvoir accompagner ces changements de comportement. Nous, à Virage Énergie, on a fait le choix de se positionner vraiment sur l'accompagnement de l'élaboration des politiques publiques, partant du constat qu'en tant qu'individu, on a une marge de manœuvre qui est, somme toute, assez limitée. Alors, on est des consommateurs, on est des gens qui font des choix au quotidien, mais si on a envie de faire du vélo et qu'il n'y a pas de piste cyclable qui est sécurisée et qu'on n'est pas garanti de retrouver son vélo quand on le garde quelque part, ça n'incite pas à faire du vélo. Et donc derrière, il y a vraiment cet enjeu structurel d'accompagner les changements de comportement, notamment par des politiques publiques qui soient dans l'amplification de la sobriété. Donc je parle beaucoup de sobriété, mais il n'y a pas que la sobriété, il y a aussi l'efficacité. Donc l'efficacité, ça va être réduire les consommations de ressources par des améliorations techniques et technologiques. Donc c'est ce qu'on fait quand on rénove un bâtiment, par exemple. Là où la sobriété va consister à réduire les consommations de ressources par un changement des comportements individuels et collectifs. Donc ça va être par exemple mettre un pull dans un bâtiment au lieu d'allumer le chauffage. Ces deux dimensions-là, elles sont extrêmement importantes, elles sont complémentaires. Et c'est vraiment important en fait de bien les distinguer parce que comme on reste quand même dans des imaginaires très technicistes, très technophiles, on a tendance à oublier la sobriété alors que la sobriété est vraiment la dimension qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs climatiques. La technique c'est bien, mais la technique a aussi des limites, ne serait-ce que déjà pour des questions de disponibilité des matières, des ressources, et donc il faut également penser la sobriété. Et donc l'idée c'est de réduire massivement nos consommations pour arriver à les couvrir au maximum par des ressources énergétiques qui soient renouvelables. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on fait Il faut se repositionner aussi dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de sobriété, mais d'une sobriété d'urgence, qui est arrivée sur la table politique et médiatique il y a un an, quasiment jour pour jour, dans un contexte de risque de pénurie énergétique, donc à la fois de moindre disponibilité du gaz liée à la guerre en Ukraine, de perspectives de rupture d'approvisionnement électrique l'hiver 2022, plusieurs raisons, des barrages qui n'étaient pas remplis à plein, un parc nucléaire en très grande difficulté et un retard pris dans le développement des énergies renouvelables. Et donc dans ce contexte d'urgence, qu'on connaît aussi aujourd'hui sur les risques de pénurie d'eau, par exemple, des mesures de sobriété d'urgence sont prises. Le problème, c'est que ces mesures-là, souvent, elles sont prises sans concertation et elles n'intègrent pas le fait que quand la situation sera rétablie, il y a un risque d'effet rebond. C'est-à-dire que d'ici, de 2-3 ans, on retrouve sur un prix d'énergie qui est relativement correct. On peut se poser la question du fait de continuer à chauffer les bâtiments à 19 degrés ou de demander aux commerçants d'éteindre leur vitrine la nuit. Donc il y a ce risque en fait de retour en arrière finalement, ce qu'on a un petit peu connu dans le cadre de la crise sanitaire du Covid. Ce fameux monde d'après, finalement on s'est rendu compte que le monde d'après n'a jamais existé puisque les gens ont encore plus pris l'avion, ont encore plus consommé suite à la pandémie. Donc ça nécessite de penser une sobriété qui est systémique, une sobriété qui va venir vraiment réinterroger le fonctionnement de notre société, qui va interroger les normes, les réglementations, nos imaginaires aussi, pour venir répondre aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux. Et donc pour faire ça, il faut plusieurs choses. Il faut de la planification, il faut de la concertation, de la transversalité, de la cohérence. Si on n'a pas ces 4 dimensions-là, en fait, on n'y arrivera pas. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que dans un contexte de crise, et de crise multiples, sanitaire, économique, géopolitique, énergétique, aujourd'hui, en France, on a du mal en fait à se projeter collectivement dans un monde qui sera différent dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et surtout de se poser la question de collectivement, qu'est-ce qu'on veut, comment on concerte, comment on avance ensemble, et comment aussi on territorialise cette transition. Parce que d'une manière très concrète, la transition, elle ne se fait pas avec les mêmes leviers en plein centre de Strasbourg que dans un petit village dans son Songo. Et donc il y a un enjeu à véritablement penser les marges de manœuvre en termes de changement de comportement à l'échelle des territoires.
Quand vous êtes dans une situation de ruralité de montagne, bah, vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques que quand vous êtes dans une métropole ou que quand vous êtes sur une île, par exemple. Donc il y a aussi cet enjeu, est-ce que les collectivités se saisissent pleinement du sujet pour que la sobriété corresponde aussi aux réalités sur leur territoire. Donc tout ça, ça fait en fait un projet de société finalement à construire. C'est comment on se met dans une société qui repose davantage sur la sobriété que sur l'ébriété. Donc on va venir interroger plein de dimensions. Des questions de propriété, des questions de mutualisation, des questions de gouvernance, des questions de rapport au travail aussi. Et il y a plusieurs dimensions qui vont très clairement venir intéresser les acteurs de la construction, qui sont notamment les enjeux d'aménagement du territoire, des enjeux d'approvisionnement en ressources, des questions aussi de rapport à la vitesse. Voilà. On est dans des sociétés qui vont très vite parce qu'on a des moyens de transport qui reposent sur des ressources énergétiques qui nous permettent d'aller très vite, mais demain, dans un monde plus sobre, ce sera moins le cas. Donc, comment on repense aussi un aménagement du territoire issu de l'après-Seconde Guerre mondiale et reposant en quasi-totalité sur le pétrole et sur la voiture individuelle. Comment on anticipe aussi les habitats, les bureaux, les commerces du futur, et comment, d'une manière générale, on se pose la question du faire ensemble. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples de comment on fait, comment on peut enclencher ça, sachant que la sobriété, on en parle depuis un an, mais ça fait des décennies qu'il y a des choses qui se passent sur ce sujet, et des territoires qui s'engagent dans cette voie-là, même s'ils n'utilisent pas forcément le terme sobriété. Donc là, rapidement, 4 dimensions pour illustrer ce que c'est. Donc une première dimension qui est la sobriété dimensionnelle. Donc là, c'est l'exemple de 2 voitures électriques. Ces 2 voitures électriques, elles répondent à un même besoin, qui est un besoin de déplacement. Mais c'est 2 voitures qui ne font pas la même taille, qui ne font pas le même poids et qui ne consomment pas la même quantité de ressources. Si vous êtes une personne seule, finalement, entre une Tesla 5 places et un petit véhicule une place, un petit véhicule une place, il est peut-être plus indiqué. Si vous êtes un groupe de 5 personnes, il est clair que la voiture une place va être prohibitive. Mais il y a une réflexion à se poser, à avoir sur là aussi la bonne correspondance entre la quantité de ressources utilisées et la taille de l'appareil, de l'outil ou du bâtiment. Cette question de la sobriété dimensionnelle, on l'a aussi beaucoup dans la construction. Construire des surfaces de bureaux qui ne sont pas optimisés ou des logements qui ne sont pas flexibles, là aussi ça peut derrière générer des problématiques. Donc, cette question de la sobriété dimensionnelle, elle est fondamentale. Comme celle de la sobriété foncière, qui se pose de plus en plus avec la mise en place progressive du ZAN, du zéro artificialisation nette, où là aussi, en termes d'aménagement, comment on fait pour sortir d'un modèle qui repose sur l'étalement urbain, qui repose sur l'éclatement des fonctions et qui repose surtout sur la voiture. Sachant que ce modèle d'aménagement du territoire, alors il fonctionne bien quand le pétrole est pas cher et disponible, mais quand on a une augmentation des prix de l'énergie comme on l'a régulièrement depuis plusieurs années, c'est un modèle qui est générateur d'inégalités sociales et c'est un modèle qui génère des phénomènes comme la crise des gilets jaunes par exemple. Donc il y a un fort enjeu aujourd'hui à intégrer dans les plans locaux d'urbanisme, dans les schémas de cohérence territoriale, dans les schémas régionaux aussi d'aménagement du territoire, cette dimension de sobriété. La sobriété d'usage qui, elle, va être liée à l'utilisation d'un équipement. Donc là, c'est l'exemple de l'éclairage public. Vous pouvez avoir des éclairages publics qui sont très performants avec des ampoules LED, moyen supplémentaire de faire des économies substantielles et d'éteindre cet éclairage public, par exemple, entre 23h et 6h du matin. On voit bien aussi que dans le contexte de crise énergétique dans lequel on est aujourd'hui, la sobriété peut être adoptée à l'échelle locale pour des questions pas de sensibilité écologiste, mais pour des questions budgétaires. Et aujourd'hui, l'éclairage public, dans un grand nombre de communes, ça n'est même plus un sujet parce que c'est évident qu'il faut éteindre entre 23h et 6h du matin pour faire des économies financières. Et si ça se fait de manière cohérente en accompagnement aussi des populations, la contestation est souvent assez faible. Et puis une dernière dimension qui est celle de la sobriété collaborative et conviviale. La sobriété, ça va, je l'ai dit, nécessiter de s'interroger sur ses besoins, mais également faire un pas de côté par rapport à la société de consommation dans laquelle on peut être. Et donc ça va être se poser la question du faire par soi-même, du réparer, d'échanger. Et donc l'exemple que vous avez à l'écran, c'est celui des Repair Café, qui sont ces ateliers
Vous avez des bénévoles qui peuvent vous aider à réparer des appareils qui ne fonctionnent plus, qui sont des endroits en fait, de solidarité intergénérationnelle, qui sont des lieux d'échange, des lieux de partage, et sous couvert de sobriété, en fait, on peut recréer du lien social. Donc là aussi, ça vient un petit peu à l'encontre d'une vision de la sobriété qui serait uniquement synonyme de privation et de restriction. Au contraire, en fait, la sobriété, ça peut être quelque chose de vraiment émancipateur et qui peut générer du lien social. Donc, des leviers de sobriété, il y en a plusieurs. Avant de vous donner quelques exemples concrets, on en a identifié 3, alors notamment suite à la crise hivernale. Il y a un premier levier qui est le levier éco-geste, qui est finalement les leviers qui sont actionnés par l'État à l'heure actuelle. Éteignez la lumière, faites attention aux multiprises, réduisez les gaspillages, alors qui sont très intéressants, mais qui ne sont pas suffisants si on veut répondre notamment aux enjeux énergétiques et climatiques. Ceux qui sont beaucoup plus intéressants et qui vont avoir des impacts beaucoup plus forts, ce sont les leviers organisationnels, qui eux vont venir vraiment interroger notre rapport au temps et notre rapport à l'espace. Et en tant qu'aménageur, en tant que constructeur, le rapport à l'espace, ça doit vous parler. Et donc il y a énormément de choses à engager. Je présenterai quelques exemples par la suite. Et puis un dernier levier qui est le levier de rupture, et celui-là je pense qu'il faut qu'on commence à en parler. Constat est fait dans beaucoup de collectivités qu'il y a un certain nombre d'équipements, un certain nombre de services qui aujourd'hui sont obsolètes parce que ce sont des équipements qui coûtent trop cher, par exemple des piscines municipales qui coûtent des millions et des millions à entretenir ou à rénover. Des questions aussi de services qui ne répondent pas forcément à un besoin. Et donc aujourd'hui se pose la question de la fermeture d'un certain nombre de ces infrastructures, en tout cas de changement dans la façon de faire. La question de la maintenance aussi, elle est extrêmement importante. C'est pas tout de construire des bâtiments, il faut aussi les entretenir et faire en sorte de maximiser leur durée de vie. Et ça, c'est des sujets qui sont en train d'être mis sur la table dans des collectivités où on se rend compte que les factures énergétiques sont telles qu'il y a assez peu de marge de manœuvre. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, sur l'année entre 2022 et 2023, la facture d'énergie de la ville de Lyon est passée de 22 millions d'euros à 54 millions d'euros. Donc voilà, il faut les trouver, les millions d'euros, et donc à un moment donné, ces questions se posent. Pour vous donner une autre illustration, la ville de Grenoble aujourd'hui travaille sur le devenir de ces piscines municipales. Partons du constat qu'elles ont toutes plus ou moins été construites au même moment dans les années 80 et qu'il va falloir les rénover à un moment donné. Et en faisant ce travail, en fait, au regard des enjeux climatiques, ils se sont rendus compte que dans 10 ans, finalement, il y avait des cours de natation qui seraient beaucoup plus pertinents de faire directement dans l'Isère, qui est la rivière qui traverse Grenoble, que de continuer à maintenir sous perfusion un certain nombre de piscines municipales. Donc on en est là aujourd'hui de prise de décision qui peuvent être un petit peu difficiles, mais en tout cas de vraiment se poser la question de la continuité de certains services et l'utilisation de certains équipements dans les temps à venir, sachant qu'il y a une problématique aussi d'accès aux services publics qui se pose, bien sûr. Si on ferme des piscines dans des quartiers prioritaires de la ville, ça n'a pas forcément le même impact sur les gens que si on ferme des piscines qui sont dans des quartiers plus aisés. Donc il y a aussi une réflexion à avoir sur l'accès à ces services. Des exemples de politiques de sobriété, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a énormément. On avait fait un travail à l'échelle de la région Nord-Pas-de-Calais, on en avait identifié plus de 250, donc il y a vraiment de quoi faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça concerne tous les sujets, ça concerne toutes les délégations politiques, toutes les compétences, et qu'il y a justement un enjeu à travailler en transversalité pour avoir cette vision systémique de la façon dont un territoire consomme des ressources, comme on peut l'avoir aussi à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un projet urbain. Et donc voilà, on va venir interroger la taille des surfaces, le rapport à la possession des équipements, le rapport également à la consommation. Enfin, voilà, il y a énormément de leviers. Je vais vous donner quelques exemples concrets assez rapidement. Premier levier qui est celui de la publicité. Aujourd'hui, on a de plus en plus de collectivités qui se posent la question de continuer à accueillir un certain nombre d'infrastructures publicitaires sur leur territoire, sachant que la publicité incite à la consommation, que la publicité a aussi un impact visuel dans l'espace public. Et donc vous avez des villes comme Grenoble ou Lyon qui travaillent dans le cadre de leur règlement local de publicité à l'interdiction de panneaux publicitaires.
Et donc ça contribue à la fois à une sortie, ou en tout cas un pas de côté par rapport à la société de consommation, mais également à une véritable réflexion sur les espaces publics. Un deuxième aspect qui est celui de concevoir et vivre dans des bâtiments sobres. Le bâtiment Fougal Bordelais, vous connaissez sans doute, donc il y a un label qui vient en tout cas récompenser ou inciter la prise en compte d'un certain nombre de réglementations de normes environnementales dans la construction. Comment on fait pour inciter à la consommation, en tout cas l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction, dans la rénovation, mettre en place aussi des pratiques qui soient sobres, en tout cas des modèles de construction qui favorisent l'éclairage naturel, également l'aération naturelle pour se prémunir de la nécessité d'installer une climatisation par exemple. Voilà, il y a pas mal de choses à faire sur ce volet-là, on en parlera juste après. La question de la commande publique, des nouveaux modèles économiques extrêmement importante. Par la commande publique, les collectivités peuvent orienter aussi les pratiques des entreprises, donc mettre des barèmes qui favorisent des offres qui soient plus environnementales que d'autres, qui intègrent les dimensions d'économie sociale et solidaire, de recours à des emplois d'insertion. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Et sur cette question-là, le schéma parisien de la commande publique responsable est particulièrement intéressant. La dimension du faire ensemble, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, le dispositif Déclic, il y a un dispositif de concours d'économie d'énergie que vous pouvez faire à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une entreprise qui justement soude les gens autour de cette question-là. Et puis une dernière dimension qui est celle des politiques temporelles, qui sont aussi extrêmement intéressantes avec les bureaux des temps. Donc les politiques temporelles, c'est s'intéresser à la façon dont nos sociétés s'organisent avec le temps. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, en moyenne, les gens travaillent entre 8h et 19h et derrière, ça va engendrer des flux de mobilité, des ouvertures de services, de commerces qui sont liés à ces ouvertures-là. Sachant que ces ouvertures-là, en fait, elles ne correspondent pas à tout le monde parce qu'il y a 30% des Français qui travaillent en horaire décalé, qu'il y a aussi des inégalités dans la répartition des tâches entre les femmes et les hommes au sein des foyers, et que du coup, ces organisations-là, elles ont des impacts économiques et sociaux qui ne sont pas du tout négligeables. Et donc, les bureaux des temps, ce sont des services dans des collectivités qui, justement, vont analyser tout ça et qui vont essayer de voir comment, par les politiques publiques, on peut justement créer plus d'égalité et avoir des principes organisationnels qui vont peut-être décaler dans le temps ou voire annuler la nécessité d'avoir recours à des nouvelles infrastructures. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. À Rennes s'est posé il y a une quinzaine d'années la problématique de doubler la taille de la ligne de métro qui desservait l'université, puisqu'entre 8h et 9h du matin, c'était une ligne qui était totalement saturée. Et donc, naturellement, la solution qui a été mise sur la table a été d'agrandir le réseau et de venir doubler cette ligne. Et finalement, la solution qui a été trouvée a été de demander au recteur de l'université de Rennes de faire commencer les étudiants une demi-heure plus tard, ce qui va permettre de lisser en fait le pic de fréquentation de cette ligne de métro et de décaler de 20 ans la nécessité d'agrandissement du réseau. Et donc on voit comment avec une solution organisationnelle, en fait, on peut reporter dans le temps un investissement, mais aussi réduire un impact en termes de consommation de ressources ou d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ces politiques temporelles, c'est un axe qui peut être extrêmement intéressant. La sobriété, c'est aussi l'éco-bénéfice au-delà des économies d'énergie et des réductions des émissions de gaz à effet de serre, d'autres co-bénéfices environnementaux, des économies financières, des impacts aussi sanitaires. Voilà. Il y a énormément de choses qui sont générées par la sobriété, mais qui aujourd'hui sont extrêmement difficiles à quantifier. Et donc, comme c'est un sujet qui est relativement nouveau, en fait, quand on leur pose la question en français, finalement, ils veulent pas. Donc, il y a justement cet enjeu à venir aussi répliquer ce type de dispositif à l'échelle locale pour se poser la question à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un territoire, de ce que veulent les gens et ce dont ils sont prêts aussi à faire et à accepter pour justement se mettre dans des trajectoires de réduction de changement climatique. Après, il y a d'autres dispositifs qui existent, très rapidement. Les monnaies locales, là aussi, c'est comment on peut penser un système économique différent à l'échelle d'un territoire. Et puis, des instances de débat. Alors, comme en France, on a la Commission nationale du débat public, mais il y a aussi ce problème de participation dans le cadre des débats publics où finalement on voit souvent les mêmes personnes. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des gens là où ils sont pour pouvoir avoir des prises de décision collectives qui soient aussi plus proches de la réalité des personnes.
La sobriété, c'est aussi accroître sa résilience en cas de crise, et on peut dire qu'à l'heure actuelle, on est dans le cas d'une crise. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'aller voir les crises énergétiques récentes, entre guillemets. Il y a une cinquantaine d'années, on a connu deux chocs pétroliers en Europe, qui ont nécessité la mise en place de politiques de sobriété très fortes. Et l'image que vous avez là à l'écran de ces enfants sur l'autoroute qui font du vélo, c'est l'image qui a été prise aux Pays-Bas en 1973. Parmi les mesures de sobriété qui avaient été mises en place pour économiser un maximum de pétrole, on avait les dimanches sans voiture. Et donc le dimanche, plus personne n'avait le droit de prendre la voiture pour les services de secours. Et c'est ça qui a notamment contribué à la remise en selle des Hollandais. Au début des années 70, aux Pays-Bas, on prenait autant la voiture qu'en France. Par contre, avec des politiques de sobriété dans un contexte de crise qui derrière ont été pérennisées, on arrive à des changements de comportement qui sont durables. Il y avait également des très grandes campagnes à l'époque aux Pays-Bas de sécurité routière qui ont accompagné justement la réduction de la place de la voiture en ville, ou en tout cas la mise en place d'un certain nombre de limites et notamment limitation de vitesse. Mais c'est à la faveur d'une crise, en fait, qu'on a un changement de comportement très fort qui s'est opéré. Et rappelez aussi que dans le cadre du deuxième choc pétrolier en France, il y avait une grande campagne nationale des économies d'énergie, la chasse au gaspillage, peut-être que ça parle à certains d'entre vous, et surtout la mise en place d'une agence nationale de la maîtrise de l'énergie qui était l'ancêtre de l'ADEME actuellement. Et donc, on peut se poser la question si la crise actuelle aujourd'hui ne peut pas être un tremplin pour mettre en place un certain nombre d'organismes, en tout cas enclencher des politiques de sobriété qui soient vraiment transformatrices et qui nous permettent d'être beaucoup plus résilients dans le cadre des crises économiques, climatiques, environnementales à venir. On va faire maintenant un petit peu de prospective, c'est-à-dire qu'on va se projeter dans un futur qui est un petit peu différent. De toute façon, personne n'est en capacité aujourd'hui de dire ce à quoi ressemblera le monde de 2050, mais on peut faire le présupposer que ce sera différent. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on est sur des trajectoires. Donc, une trajectoire, ça part d'un point A pour aller jusqu'à un point B. Le point A, c'est celui du passé. C'est-à-dire que ce qui est intéressant quand on se projette dans le futur, c'est aussi prendre en considération ce qui s'est passé dans le passé et ce qui est dans le présent pour savoir de quoi on parle. Et donc là, on va essayer ensemble de se projeter. C'est quelques propositions sur finalement comment la sobriété vient aussi impacter le domaine de la construction et le domaine du bâtiment. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a un cycle de vie du bâtiment qui est extrêmement complexe. Entre l'extraction des ressources jusqu'à la fin de vie d'un bâtiment, il y a énormément d'étapes. Ces étapes-là, elles reposent sur l'extraction de ressources, sur la construction, sur le transport, sur un modèle qui est aujourd'hui extrêmement carboné, qui repose surtout sur l'utilisation du pétrole et sur l'utilisation de ressources qui sont aujourd'hui très très courantes dans la construction. Là, on peut parler du triptyque béton, verre, acier. Ce modèle-là, aujourd'hui, il est un petit peu à bout de souffle, entre guillemets, puisqu'il est entre guillemets non compatible avec les trajectoires de dérèglement climatique et vient se poser aussi des questions de raréfaction d'un certain nombre de ressources. On peut parler du sable, on peut parler aussi de certains métaux qu'on retrouve dans à la fois certaines technologies, dans la domotique. Enfin voilà, il y a une filière qui est quand même assez vulnérable et qui a un impact d'émissions de gaz à effet de serre qui est très loin d'être négligeable. Donc finalement, se pose aujourd'hui la question de la sobriété au regard d'une plus grande résilience du secteur de la construction et des bâtiments face à un certain nombre de crises à venir. Tout à l'heure, je parlais de la question des besoins. Dans les bâtiments, en fait, la question des besoins se pose par la maîtrise d'usage. Se poser la question de pourquoi on construit, pour qui on construit et comment on accompagne au mieux les occupants des bâtiments. La maîtrise d'usage, ça se développe de plus en plus, mais il y a encore énormément de pédagogie à faire, notamment vis-à-vis des commanditaires, vis-à-vis des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage pour que cette intégration-là soit très bien faite. Pour la petite anecdote, on travaille en ce moment en cadre d'un programme de recherche qui est financé par l'ADEME sur les smart buildings, notamment dans les bâtiments universitaires. Donc on a un cas d'étude qui est l'Université catholique de Lille, où je crois que c'est une des écoles d'ingénieurs qui a été rénovée il y a maintenant une petite dizaine d'années. Donc c'est un smart building, c'est super, c'est smart. Le problème, c'est que dedans, il n'y a pas des smart users. Et donc, on a des gens, en fait, qui ouvrent les fenêtres, qui font leur vie dans le bâtiment, mais qui rendent le bâtiment, du coup, pas aussi performant que ce qu'il aurait dû être sur le papier. Et ça c'est arrivé parce qu'on n'a pas du tout, en fait, intégré l'accompagnement des usagers dans le bâtiment.
Et donc aujourd'hui, l'ADEME finance un programme de recherche qui associe à la fois des sociologues, des ergonomes, des gestionnaires de flux, pour essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc ça vient aussi dire que la sobriété, c'est comme faire de la concertation avec le grand public, à l'échelle d'un bâtiment, c'est aussi discuter avec les usagers pour leur faire comprendre comment fonctionne le bâtiment. Et juste pour terminer cette illustration, aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans ce bâtiment smart, donc voilà, par exemple, vous avez un rendez-vous avec un enseignant dans ce bâtiment, l'enseignant vous envoie au préalable un mail sur lequel vous allez télécharger un QR code qui va vous permettre d'ouvrir la porte pour rentrer dans le bâtiment. Vous voyez en fait à quel niveau on arrive, et là aussi ça pose des véritables questions de pérennité de ce type de bâtiment dans des situations où on a des coupures d'électricité, où on a un dérèglement climatique qui fait que tout ne fonctionne pas forcément. Voilà, c'est aussi de la vulnérabilité. Rapidement, un petit mot sur l'évolution des modes de chauffage, parce que ça aussi on en parle de plus en plus, alors à la fois du confort thermique d'hiver et du confort thermique d'été. Je vous apprends rien, mais rappelez qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, on chauffait des corps et pas des pièces. Et ça, c'est aussi important d'avoir en tête que les normes de confort aujourd'hui, qui seraient de chauffer toutes les pièces tout le temps, c'est en fait une norme de confort qui est assez récente, et qu'aujourd'hui on a un certain nombre de personnes, et notamment des personnes en situation de précarité, qui ne chauffent qu'une pièce, voire ne se chauffent pas du tout. Donc il y a aussi une réflexion à avoir sur, on va dire, l'histoire pas si ancienne du chauffage, notamment, et puis se poser la question de comment on fait finalement quand on n'arrive pas à chauffer une pièce en entier, quels principes on peut appliquer. Et là, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, et notamment au Japon, où aujourd'hui au Japon, il y a beaucoup de ménages qui ne se chauffent pas et qui utilisent ce système de couette, où vous avez en dessous, alors c'est pas un foyer, c'est un espèce de petit radiateur qui chauffe, et du coup vous allez comme ça pouvoir réchauffer votre corps. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont des convecteurs électriques, des petits radiateurs chez eux parce qu'ils ont au mur des grippins et que de toute façon ça ne fonctionne pas, donc autant avoir la source de chaleur au plus proche. Et puis derrière aussi se pose la question du chauffage collectif, notamment dans le parc social. Donc comment on fait aussi pour accompagner des ménages qui vont être dans des situations de précarité de plus en plus forte avec l'augmentation des prix de l'énergie, et qui vont être aussi confrontés à des problématiques aussi bien de confort d'hiver mais de confort d'été, parce qu'un bâtiment, en tout cas un logement qu'on a du mal à chauffer l'hiver, c'est aussi un bâtiment qu'on a du mal à climatiser l'été. Donc là aussi, il y a une véritable réflexion à avoir sur cette dimension. Les nouvelles formes d'habiter qu'il faut également avoir dans le radar, que ce soit l'habitat participatif, la tiny house, aussi des nouvelles formes d'habiter pour les personnes âgées, prendre aussi en considération les augmentations du nombre de personnes âgées et puis les tendances démographiques. Les béguinages de personnes âgées, ce sont des dispositifs qui commencent à être extrêmement intéressants parce que ça permet quand même aux personnes de ne pas rentrer dans des situations d'extrême solitude, et en même temps ça permet de répondre en partie aux problématiques de saturation et qualité des EHPAD et des maisons de retraite. Donc là aussi énormément de choses à mettre en place. La question de la construction, on en a parlé ce matin, mais quelle réflexion on peut aussi avoir sur utiliser des matériaux qui soient durables, qui soient biosourcés, qui soient éventuellement produits localement. Le rapport aussi à la ressource locale est extrêmement intéressante. Sortir du modèle où on va couper du bois dans les Vosges qu'on va envoyer en Chine pour le traiter et qui va revenir dans les Vosges. Ça, c'est des modèles qui fonctionnent quand on a du pétrole à gogo et quand on n'a pas de problème climatique. Mais c'est plus la situation dans laquelle on est, donc il y a vraiment une approche presque biorégionale à avoir, de se poser la question de quelles sont les ressources disponibles localement et comment on les utilise. La question du réemploi, du recyclage, qui est aussi de plus en plus importante. Comment quand on détruit un bâtiment, on ne jette pas les radiateurs, les lavabos, l'ensemble en fait des matériaux qui pourraient être réutilisés. Et puis la question aussi de la commande publique, j'en ai parlé tout à l'heure, du bâtiment Frugal bordelais, comment aussi par
par un engagement politique, une conviction dans le soutien à certaines filières ou à certains principes de construction, on peut aussi venir renforcer des démarches qui sont portées par les associations, par des centres de ressources ou par des entreprises qui souhaitent proposer d'autres façons de construire. Le low-tech, piste également très intéressante, avec notamment ce que fait le low-tech lab, qui travaille de plus en plus avec des collectivités aussi. En ce moment, ils accompagnent l'agglomération Concarneau. Ils ont une véritable réflexion sur comment on intègre aussi ces low-tech dans des bâtiments publics qui ne sont pas forcément conçus pour les intégrer. Et par exemple, en ce moment, ils travaillent sur la question des toilettes sèches dans les bâtiments publics, qui est un sujet parmi d'autres, mais qui est une piste aussi intéressante à aborder. Et puis enfin, cette question des imaginaires, cette question des récits, en tant que architecte, urbaniste, constructeur, vous venez aussi contribuer au changement de la vision du cadre de vie. Et la sobriété va venir aussi transformer nos cadres de vie, nos centres-villes, nos territoires qui aujourd'hui sont des territoires du pétrole. Et donc c'est intéressant de se projeter dans un futur qui est différent. Donc là vous avez l'autoroute cyclable de Copenhague, vous avez les friches industrielles de Détroit sur lesquelles on peut venir faire de l'agriculture, vous avez aussi la transformation des paysages par l'installation des énergies renouvelables, donc on relocalise au plus près des lieux de production, avec tout ce que ça peut générer de contestation quand il n'y a pas justement de concertation avec les populations. Donc là aussi, on a un certain nombre de champs de recherche qui s'ouvrent. Et en France, on a la chance d'avoir notamment le collectif Paysage de l'après-pétrole qui se pose vraiment la question de comment changer les paysages et à quoi ça ressemblera dans quelques années. Et donc je terminerai justement par cette question des imaginaires, qui n'est pas une question évidente parce qu'on vit dans une société de consommation, une société de croissance, où on nous dit qu'il faut consommer pour être heureux, où l'abondance matérielle c'est quelque chose qui est socialement très valorisé. Et donc il y a un enjeu aussi à retourner ces récits-là pour faire de la sobriété quelque chose qui soit désirable et la rendre positive. Et donc il y a un enjeu aussi à adopter les codes de la communication et de la publicité. Ce que vous avez à l'écran, c'est une campagne de pub qui a été faite par la régie des transports en commun de la ville de Bruxelles, de promotion de la marche à pied. Il y a cette campagne-là, ils en ont fait une également sur le vélo, il y a des spots, des faux spots publicitaires qui ont été faits sur Internet, je vous invite à aller les voir, c'est vraiment génial, avec l'humour belge en plus qui est je suis très 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 fan. Ça fait rire, ça fait sourire, mais ça fait surtout réfléchir. Et donc il y a peut-être aussi un enjeu à se rapprocher des publicitaires, ou en tout cas des professionnels de la communication pour arriver aussi à parler de nos sujets de manière sexy, quoi. Ça donne envie de s'engager vers des pratiques de sobriété. Et pour terminer, tout ça, ça mène aussi à se projeter dans le futur, à se projeter dans un futur qui sera différent, parce qu'on vivra différemment, on construira différemment. Et là aussi, la prospective, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Et donc je terminerai sur cette image qui est issue d'un rapport qu'avait fait l'Institut Momentum, qui est une association qui travaille justement sur ces questions de limites planétaires, de projection, et qui s'était projeté sur le tarmac d'Orly, dans un monde où on n'aurait quasiment plus d'aviation. Et donc ce tarmac redevient un espace, pseudo-espace de nature, en tout cas trouve un autre usage que celui qu'il a aujourd'hui. Et donc voilà, se projeter dans un monde différent, ça peut être aussi un moyen de susciter la discussion, de faire du collectif, et puis d'arriver à construire justement aujourd'hui, en 2023, le monde de 2050, dans un contexte qui est changeant, en tout cas sur lequel on peut essayer d'avoir la main en justement créant ces espaces de dialogue et de concertation. Voilà. Je vous remercie.